Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler des CMS. Ce module dure 20 minutes et il permet d'introduire la notion de CMS pour tout le monde. Alors, avant de parler du CMS, on va effectivement parler de ce qu'est un site web. Nous verrons qu'il y a différents types de sites web, bien entendu, et que ces différents types de sites web appellent différents contenus. On va parler ensuite de la conception, comment on pense un site web, quelles sont les différentes étapes pour concevoir un site web. On terminera à la fin par la fabrication d'un site, comment on fabrique un site, les différents outils techniques, et ce qui nous permettra donc d'introduire la notion de CMS. C'est parti. Parlons d'abord des sites. Il y a différents types de sites, différents contenus, différentes fonctionnalités. Avant de parler des différents sites, nous allons d'abord voir la notion de site. Qu'est-ce qu'un site finalement? Alors vous avez tous une idée bien sûr de ce qu'est un site. Nous on va le définir comme ça. C'est un ensemble en fait de ressources, de pages. Vous voyez, on peut avoir une page avec des jeux, une page des forums, on peut avoir des listes, des contenus de cours, des règlements, des applications. Et tous ces éléments-là vont être regroupés ensemble autour de certaines pages. Et toutes ces pages, toutes ces ressources vont donc toutes être regroupées au bout d'un moment autour d'une page centrale qui va être notre site. Et le point d'entrée de notre site web, ça va être l'adresse URL. Et donc tous ces éléments entre eux sont reliés par ce qu'on appelle des liens hypertextes. Le lien hypertexte, vous savez tous ce que c'est le lien sur lequel vous cliquez pour passer d'une page à l'autre. Voilà, donc on peut dire qu'un site web, c'est un ensemble de pages de ressources qui sont reliées entre elles par des hyperliens. Voilà, c'est la définition de départ, c'est la définition de base. Donc, différents types de sites. Comme je vous le disais, on a les sites vitrines, les sites institutionnels, les sites e-commerce. Ces sites-là sont des sites qui vont dans un seul sens, c'est-à-dire qu'ils vont souvent du professionnel vers son utilisateur final, vers l'internaute. Alors, les sites vitrines, si on prend le cas par exemple cet exemple de boulangerie, c'est un site qui présente juste la boulangerie. Il va avoir 4 ou 5 pages de contenu. On est vraiment dans un sens descendant. L'information part de l'entreprise vers l'individu. C'est donc ce qu'on appelait un site vitrine. On pourrait comparer ça à un dépliant de 4 pages, 5 pages, 6 pages sur la société. Les sites institutionnels sont des sites qui sont une extension du dépliant. Ça va être, on va dire, la brochure, si on garde cette analogie du dépliant. Où là, on a toujours dans un seul sens. On a bien cette entreprise qui communique vers l'individu, mais où il y a beaucoup plus de contenu. On va pouvoir retrouver par exemple des articles, des news, des nouveautés, plus d'informations. Ce sont les sites, les gros sites qui vont être soit des institutions d'État, soit des grandes entreprises. Enfin, on a dans cette catégorie de sites descendants, on a les sites e-commerce qui permettent de vendre et qui vont donc du vendeur vers l'acheteur final. Et vous les connaissez tous, il y en a plusieurs sur Internet. Voilà, ces types de sites sont des sites effectivement qui vont plutôt aller d'une entreprise vers un individu. Il y a d'autres types de sites qui sont les blogs, les réseaux sociaux, les forums, les wikis. Ces blogs sont basés sur le fait qu'il y a un partage de contenu entre l'émetteur et le récepteur, et où le récepteur peut être également émetteur. Ça va être le cas des blogs. Alors, pas tous les blogs, bien sûr. Certains blogs sont très descendants, mais ils demandent aussi une interaction, des commentaires. Donc le contenu du site en lui-même est construit aussi bien par l'émetteur que le récepteur. Et si ça peut être discutable sur la notion sur les blogs, quand on attaque les réseaux sociaux, il est évident que là, si on prend l'exemple de Pinterest, le contenu du site est généré par les utilisateurs qui sont aussi bien émetteurs que récepteurs. On a le cas bien sûr pour les forums et pour les wikis. Les wikis, par exemple Wikipédia, c'est l'exemple même du wiki par excellence, où le contenu est géré par les utilisateurs. Voilà, on a d'autres types de sites qui sont les applications. Alors, ce sont toujours des sites puisque ce sont des ressources qui sont mises en ligne sur une adresse internet. Donc, il y a les intranets, c'est-à-dire les applications pour les sociétés en interne. On va appeler par exemple intranet un outil qui permettrait de gérer les congés, par exemple.
On a les CRM qui sont en fait dédiés à la relation commerciale, qui permettent de suivre effectivement l'activité commerciale d'une entreprise. Donc c'est encore des outils dédiés aux entreprises. On a les LMS qui sont des outils d'apprentissage à distance. Je pense notamment à Udemy, Open Classrooms, à la Khan Academy qui sont des LMS. On a aussi les comparateurs de prix qui sont des outils qui permettent de comparer. Bref, les applications sont des outils en ligne qui, au lieu d'être téléchargés sur son poste, sont utilisés en ligne. Dans cette catégorie-là, on en verra une plus tard, qui sont aussi les outils de back-end qui permettent de gérer d'autres sites. Si on a des sites effectivement qui permettent de donner de l'information, on a aussi des sites, des applications qui permettent de gérer le contenu d'autres sites. Nous verrons bien sûr le cas à la fin dans les CMS. Donc voici par exemple un exemple d'intranet pour une entreprise, où là effectivement la personne s'identifie et donc a accès aux informations internes de son entreprise. Les CRM, on peut suivre effectivement une activité commerciale d'une entreprise, et les LMS comme la Khan Academy qui propose des contenus de cours, par exemple dans ce cas-là, sur cet exemple, sur des maths. Voilà, on a d'autres sites que vous connaissez bien, les moteurs de recherche, et là j'ai pas besoin de citer l'un des moteurs de recherche les plus connus, Google est un site, puisqu'il fournit effectivement du contenu, des ressources à partir d'une adresse URL. Il y a également les annuaires, et on a les portails. Les portails sont donc des sites qui permettent d'entrer sur d'autres sites. Yahoo est un exemple de portail qui, il n'empêche pas que Yahoo puisse être aussi un moteur de recherche et un annuaire. Voilà, on a vu les différents types de sites. On voit bien qu'en fait l'idée de cette présentation, c'est de montrer qu'il y a vraiment différentes formes de sites et que tous ces sites sont différents, et ils proposent également des contenus tous les uns les autres différents. Donc maintenant qu'on a vu ces types de sites, leur fonctionnement, voyons leur contenu. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces sites? Alors, on l'a dit, on a des liens hypertextes qui permettent de relier les pages entre elles. C'est le premier moteur, c'est ce qu'on voit dans Wikipédia par exemple. On clique sur, on ouvre une page Wikipédia et on peut passer comme ça de page en page grâce à des liens hypertextes. On a bien sûr du texte. Si on reste sur l'exemple de Wikipédia, c'est l'essentiel de Wikipédia, c'est du texte. On a des images également. On a des vidéos, donc YouTube, Vimeo sont des sites qui partagent des contenus vidéo. Des catalogues d'objets, ça va être tous les sites de boutiques qui permettent d'accéder à différents objets différents. Les tableaux, les listes, voilà, on a toute une diversité dans le type de contenu qu'on peut retrouver. Donc on a des documents, des ressources, des sondages. Quand j'entends documents de ressources, par exemple, ça peut être aussi effectivement partager des documents entre les personnes. On a plusieurs sites comme ça. Voilà. Alors la différence qu'il va y avoir entre le contenu et la fonctionnalité, le contenu effectivement c'est ce qu'on recherche, et la fonctionnalité c'est le service qui produit ce type de contenu. Par exemple, pour le texte, les vidéos, les images, on va avoir une fonctionnalité qui consiste donc à gérer du contenu éditorial. C'est une des fonctionnalités courantes qu'on va retrouver sur beaucoup de sites, notamment les CMS. On a une fonctionnalité qui peut être d'avoir une boutique en ligne, ce qui va permettre donc de faire des achats, de commander des produits, de s'inscrire à des événements, de s'inscrire à un spectacle. Bref, la fonctionnalité boutique permet de gérer ces différentes fonctions ou différents contenus. On a donc la gestion de documents, qui permet donc de partager, de classer des fichiers, des dossiers, de pousser les documents à une tierce personne. On a les newsletters, qui sont les chats, qui sont des forums qui permettent de faire interagir les internautes entre eux. Et on a toute une série de fonctionnalités comme ça, donc la gestion des utilisateurs, bien sûr, la géolocalisation, le multilangue, les agendas, un système de réseaux sociaux, les facs, bref, on peut trouver énormément de fonctionnalités. Et je dirais qu'il y a aussi des fonctionnalités qui vont être plus spécifiques, propres au métier auquel on s'adresse, propres à l'entreprise pour laquelle on peut faire un site. Ça peut être donc la gestion de congés, la paye, bref. Vous l'avez compris ? Différents contenus d'un côté, différentes fonctionnalités pour faire vivre le site. Et on a différents types de sites. On voit bien que le site peut être abordé de plusieurs manières différentes en termes d'analyse, de définition. On va voir maintenant comment le concevoir.
Alors, concevoir un site, ça nécessite donc de penser un peu en amont. Et on va proposer 3 étapes, à savoir l'arborescence, les wireframes et la maquette. C'est une décision, c'est un choix un peu arbitraire, c'est un choix discutable. Le but est de vous donner une approche de comment penser ce site. Alors, ce qu'on propose d'abord, c'est l'arborescence. Alors, l'arborescence, ça permet de voir 3 choses. 1. Les sujets du site, c'est-à-dire à quoi sert ce site. Et également les fonctionnalités en même temps. On va voir que si on parle au départ de sujet, on parlera très vite de fonctionnalités du site. On verra aussi les pages du site. L'arborescence présente les pages du site, comment on va découper le site, quelle page A, quelle page B, quelle page C. Et on pourra également voir le menu du site. Comment ça sera par exemple réparti sur une page d'accueil. Quelles vont être les sous-parties. Voilà. Imaginons donc le site d'une boulangerie en ligne. Si on fait une boulangerie, on se dit qu'on va avoir comme sujet aux fonctionnalités sur ce site-là les différents menus de jour, les nouveautés, les informations, les news. Une possibilité peut-être de réserver ou de commander un gâteau, que sais-je. Et bien sûr une possibilité de prendre contact, d'envoyer un email, de demander, de poser des questions. Donc dans nos pages par contre du site, ça signifie qu'on va avoir un accueil, une page actualité, une page contact, une page réservation et une page présentation de la société, puisqu'il faut quand même présenter qui on est, et une page mention légale, ce qui est quand même obligatoire. La page mention légale est une obligation pour permettre de présenter qui produit le site, qui a créé le site, où le site est-il hébergé. Enfin, on verra le menu du site, c'est-à-dire quel va être exactement l'intitulé, welcome par exemple, menu, réservation, contact, réseaux sociaux, mention légale. On voit par exemple là que dans le menu, les informations de la société n'apparaîtront pas dans le menu de départ. Elles vont apparaître ailleurs. C'est une page mais qui n'apparaît pas sur le menu de départ du site. Et voilà comment on va présenter notre arborescence. On voit la page d'accueil qui est en haut. Et donc sur cette page d'accueil, on pourra aller sur la page welcome, la page menu, la page réservation et sur la page contact. On voit que c'est en étant sur la page contact qu'on aura la page société et la page réseaux sociaux. Donc l'arborescence, c'est vraiment un classique. Ça permet de visualiser, d'avoir l'étendue des pages à fournir. Là, on voit qu'on va avoir 6 pages à créer plus la page d'accueil. C'est vraiment un élément de départ qui permet de fixer les idées du site. Maintenant, une fois qu'on a ces idées de départ, il faut savoir comment on va créer, par exemple, ne serait-ce que la page d'accueil. Comment va-t-on la faire? Est-ce qu'on va mettre les boutons à gauche, à droite? Eh bien, pour arriver à cette deuxième phase, on va faire ce qu'on appelle des wireframes, c'est-à-dire une sorte de zoning, une pré-maquette qui va nous donner une idée de ce qu'on veut avoir comme page d'accueil. Ça peut être fait au brouillon, il y a différents outils qui permettent de le faire, mais vous pouvez le faire au brouillon, et ça pourrait donner ça, si on faisait la page d'accueil de notre boulangerie, sous forme de wireframe, on aurait cela. Donc, on aurait notre page, on sait qu'on mettrait le logo plutôt sur la gauche, le menu en haut, à droite les boutons réseaux sociaux, notre slogan, notre logo en plein milieu, une grande page dans le fond, et puis un bouton pour amener une action, pour interagir avec l'internaute. C'est ce qu'on appelle un wireframe. Une fois qu'on a notre arborescence, notre liste de fonctionnalités, notre wireframe, on peut déjà donner ça à une équipe pour travailler, notamment à la partie design, qui elle va produire l'étape suivante, à savoir la maquette. Et la maquette, c'est vraiment le visuel définitif sur lequel on va pouvoir travailler le site. Voilà. La maquette qui est issue du wireframe, on a une image en plein écran derrière, on a les différentes icônes à droite pour les réseaux sociaux, le menu au centre, et là le graphiste a fait le choix d'une certaine police, avec le logo sur la gauche. Au centre, notre slogan, notre baseline et notre call to action, notre petit bouton au milieu. Voilà en fait comment on peut concevoir un site. Alors évidemment, là on l'a fait sur la page d'accueil, il faudrait le faire sur toutes les pages qu'on a déterminées dans notre arborescence. On aurait les wireframes et les maquettes. Une fois qu'on a tous ces éléments-là
notre conception est terminée, on peut passer à la phase de fabrication. Alors la fabrication, on va voir comment ça se passe. On va voir le langage de base, qui va être le HTML et le CSS. On verra un peu la notion entre page statique et dynamique, ce qui nous permettra de rentrer dans le développement, dans le Content Management System, qui est donc le CMS, dont on parle depuis le début, et évidemment le choix d'un CMS, à savoir WordPress. Alors, voilà par exemple des lignes de code qui sont en fait du HTML, c'est du code. C'est-à-dire qu'on ouvre un éditeur de texte de base, le Notepad ou un autre, qu'importe, et si on tape ces éléments-là, en rajoutant un ou deux fichiers CSS, on va pouvoir obtenir ce type de page. Alors on n'est pas encore totalement dans la maquette qu'on avait au départ, il va falloir faire effectivement des modifications, mais c'est un début. C'est comme ça qu'on commence à construire le site. Quand on va taper ce type de ligne de code, on va faire ce qu'on appelle un site plutôt statique. Et c'est pas ce qui nous intéresse, parce qu'un site statique, c'est un site où on doit aller rentrer dans les lignes de code pour avoir ce résultat-là. Par exemple, si on a la page, on ouvre une page Wikipédia et on va évidemment prendre la page qui traite des pages statiques, on se retrouve avec cette page. Et il existe d'autres types de pages, les pages dynamiques. On va ouvrir la page Wikipédia des pages dynamiques, on va se retrouver avec cette page, cette nouvelle page. Qu'est-ce qu'on constate sur ces deux pages? On a deux pages en fait qui sont quasiment similaires. Si on regarde bien, on a notre titre ici qui change, ici également, mais la structure générale est la même. Si on regarde génération et génération en bas, on a le même titre et des contenus juste légèrement différents. Si on avait des pages statiques, ça signifierait que dans Wikipédia, on aurait deux pages différentes pour afficher ces deux pages. Et on voit bien que comme elles se ressemblent beaucoup, ce qui serait vraiment simple, ça serait juste de changer le contenu texte, mais d'avoir une seule page, et qu'on ait juste qu'à changer nos titres. Juste simplement changer les titres. C'est ce qui se passe avec une page dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Wikipédia, en fait, ils ont un modèle, un gabarit, une maquette de page, dans lequel ils ont une infinité de contenus qui rentrent systématiquement. Si c'était des pages statiques, ils auraient 1000 articles, 1000 pages différentes. L'idée justement d'avoir des pages dynamiques, c'est d'avoir sur un même modèle juste à pouvoir changer le contenu. Pour pouvoir changer ce contenu de manière dynamique, il faut qu'on ait un autre langage qu'HTML et CSS. C'est un langage de type serveur. Et ça va être le PHP, l'ASP, le Ruby, le Node.js, différents langages de type serveur qui permettent de manipuler les données et de pouvoir justement, sur un même gabarit, modifier le contenu de la page. Alors ça nécessite quoi de pouvoir faire ça? Ça nécessite donc, on voit bien que pour développer un site, il va falloir apprendre plusieurs langages. Ça nécessite quand même pas mal d'expérience, avec du temps. Ça nécessite d'être développeur. Donc c'est quand même quelque chose assez complexe d'arriver à faire un site avec un contenu qui puisse changer régulièrement. C'est là où nous arrive une solution, à savoir les CMS. Les CMS, c'est un système de gestion de contenu. C'est un site particulier qui permet de créer des sites dynamiques. Et c'est là où on a un autre type de site par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que le CMS va nous proposer une plateforme pour afficher un autre site. On pourrait très bien avoir, en fait, on va avoir d'ailleurs un site vitrine qui va être géré par un autre site qui sera le CMS. Et ces deux sites seront presque à la même adresse. Alors, le CMS, ça permet de quoi? Ça permet de créer des articles. Ça permet de travailler à plusieurs sur un même site. Mettons que vous soyez à la tête d'une mairie et que vous vouliez, par exemple, publier des articles tous les week-ends après les activités sportives de votre ville, il y aura plusieurs personnes. Le CMS permet de travailler à plusieurs. Il va permettre aussi de travailler dans un flux de production, c'est-à-dire que des utilisateurs pourront soumettre des articles qui seront validés par un tiers. Ça permet donc de gérer ces utilisateurs, parce qu'il va bien falloir gérer les rôles de chacun, les responsabilités de tout le monde sur une application qui permet de gérer du contenu. On pourra ajouter en plus des fonctionnalités sur le site, c'est-à-dire qu'au-delà d'écrire juste des articles, on va pouvoir par exemple mettre en place des newsletters, on va pouvoir faire des sondages, on va pouvoir ajouter énormément de fonctionnalités, pour ne pas dire une infinité. Enfin,
Un CMS, ça devrait être user-friendly, et ça l'est dans certains cas, c'est-à-dire qu'ils sont agréables pour tous les utilisateurs, sans être développeur. Et par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, c'est l'avantage du CMS, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être développeur. Parce que le CMS est ouvert à tout le monde. Il est accessible par tous les publics. C'est l'intérêt du CMS. Alors, pour choisir un CMS, on a plusieurs options. Il y en a plusieurs sur le marché. Donc les principaux CMS du marché, les voilà, les 4. WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop. Ce sont en fait des sites qu'on va installer pour faire un autre site. Alors, l'ordre il est donné par un comparatif OVH de 2017. Donc je vous laisse le lien, vous pourrez regarder. Voilà les chiffres. On peut comparer, c'est simple. 59% donc, des sites avec CMS sont faits avec WordPress. Pourquoi WordPress est-il leader sur le marché? C'est simple, il est gratuit open source. C'est-à-dire que vous ne le payez pas et vous pouvez modifier le code, vous pouvez regarder le code et vous pouvez donc même le faire évoluer d'ailleurs ce code. Il est adapté pour tous les utilisateurs. Il n'y a pas besoin d'être développeur pour pouvoir créer des sites avec WordPress. Il propose beaucoup de fonctionnalités. Ça va de la gestion d'une boutique, ça va au sondage, ça va à faire un site d'apprentissage en ligne, un LMS, à faire aussi de la gestion commerciale. Bref, il propose beaucoup de fonctionnalités. Et il a une communauté active qui travaille dessus, qui permet en fait d'être débloqué quand on a un souci, qui permet de créer un projet avec une personne et de pouvoir après être aidé par un tiers. Ça permet de vous aider à régler les problèmes. Bref, il y a une communauté active qui vous garantit une pérennité du service. Et il est très simple pour pouvoir faire du référencement, pour pouvoir aider votre activité commerciale à être reconnue sur le web. Tous ces éléments font que WordPress, c'est vraiment le CMS leader sur le marché, et c'est pour cette raison-là que je vous propose de travailler dessus et d'apprendre à créer des sites avec. Merci à vous.